Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être avec nous pour cette table ronde consacrée au Portugal. Vous savez sûrement que ce pays est un invité d'honneur sur cette édition du Salon de l'étudiant. Et donc, on a le plaisir d'accueillir sur cette agora l'association Cap Magellan, dont le stand est juste à côté. Donc, on pourra y aller juste après. On a le plaisir donc d'avoir avec nous Luciana Gouveia. Bonjour. Salut Jacques. Alors, Luciana, tu es déléguée générale de Cap Magellan. Et avec nous également, Alexandra Rosa. Toi, tu es bénévole dans l'association. Tu as fait tes études au Portugal et tu t'occupes d'une partie très spécifique dans l'association dont tu vas nous parler dans quelques minutes. Exactement, je suis bénévole. Par contre, je fais mes études en France. D'accord, tu fais des études en France, mais voilà, tu connais très bien le Portugal. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de cette célébration, Luciana, parce que l'association Cap Magellan, le miracle des calendriers, a fêté ses 30 ans cette semaine, juste avant le salon, 2 jours avant le salon. Et ouais, parfois les astres s'alignent comme ça, effectivement. Donc Cap Magellan, plus grande association de jeunes luso-descendants, qui a fêté ses 30 ans le 24 novembre dernier. Et donc on inscrit cette présence et ce Portugal, pays invité d'honneur dans ce salon Partir étudier à l'étranger, dans la célébration de notre 30e anniversaire, effectivement. Bon, c'est un bel alignement de planètes. On va voir donc 30 ans, c'est un bel âge. Ça veut dire que c'est une association vraiment qui s'est installée aujourd'hui dans le paysage des études et de la formation, qui crée des passerelles donc entre France et Portugal. Donne-nous un peu les clés de cette association Cap Magellan, le rôle et puis comment vous interagissez justement dans ces études. Alors Cap Magellan, c'est plein de pôles d'activités différents. Ça va du département stage et emploi à l'organisation d'événements, à des campagnes de citoyenneté, de prévention routière. On a des axes de communication, une revue mensuelle. On fait des revues pour les enfants. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. On est aussi dans l'accompagnement des jeunes, à la fois dans la recherche de stages et d'emploi, et de plus en plus dans la divulgation du Portugal comme une solution pour l'enseignement supérieur. Il y a plusieurs façons d'accéder à l'enseignement supérieur portugais. Le quota des 7%, on va en parler, Alexandra est la spécialiste. Les programmes Erasmus, on est effectivement présent avec plusieurs structures qui sont venues du Portugal, des universités. Les polytechniques, c'est les équivalents des EUT en France, donc plutôt à caractère technologique. Mais l'enseignement au Portugal est qualitatif, le niveau de vie, il est plutôt sympa. C'est quand même un peu moins cher en général. Donc voilà, on est ici pour vous parler de tout ça. Voilà, on a une grande qualité de vie. On va l'évoquer. On va dire la plateforme centrale, c'est un peu une plateforme d'emploi, de job. Oui, on peut le dire, c'est un peu le cœur d'activité chez vous. Le cœur d'activité, c'est effectivement ce qu'on appelle le département stage et emploi. C'est encore la principale porte d'entrée des jeunes au sein de Cap Magellan. Dans le cadre de ce département, c'est comme un mini pôle emploi. Vous cherchez un stage, vous cherchez un emploi, on vous aide à trouver, on reçoit des offres d'emploi, on fait la mise en commun. En parallèle à ça, il y a vraiment un travail d'accompagnement des jeunes aussi dans leur parcours scolaire, universitaire, et donc de plus en plus, comme je le disais, dans ces candidatures à l'enseignement supérieur portugais. Ok, parce que donc les passerelles sont nombreuses. Comment ça se passe concrètement pour un jeune qui voudrait aller faire ses études au Portugal, puisque c'est quand même un peu la thématique de la table ronde. Qu'est-ce qu'il va avoir comme possibilité? Qu'est-ce qu'on a comme école là-bas? Alors, ça dépend toujours du jeune qu'on a en face de nous. Si on parle d'un jeune qui est luso-descendant, donc issu de l'immigration, dont les parents ou les grands-parents sont portugais, qui est au niveau du bac, par exemple, ou qui est encore au lycée, qui n'est pas encore entré dans l'enseignement supérieur français, le meilleur moyen, c'est ce qu'on appelle le quota des 7%, le contingent spécial, le contingent spécial 7%. Pourquoi? Au Portugal, 7% des places dans toutes les universités publiques, dans tous les instituts polytechniques publics, sont bloquées pour les luso-descendants. C'est 3500 places sur tout le territoire. Ce quota, il n'est jamais rempli. La divulgation, on commence maintenant à la travailler de plus en plus avec des initiatives de ce genre. La procédure est assez complexe et bureaucratique. Alexandra, encore une fois, est notre spécialiste. Donc vraiment, si vous êtes encore au lycée, que vous pensez intégrer l'enseignement supérieur portugais, que vous êtes luso-descendant, le quota des 7% est fait pour vous et il vous donne accès à
tout l'enseignement supérieur public qui est un enseignement supérieur de qualité. Et j'insiste là-dessus, même quand on n'est pas sur Lisbonne ou sur Porto, on a vraiment de très bonnes universités, de très bons polytechniques avec vraiment des rankings internationaux équivalents à d'autres pays très cotés. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur français, là on entre dans les accords d'échange classiques. Soit un accord d'échange Erasmus, et vous avez aussi l'agence Erasmus Plus portugaise juste en face. Donc là, il faut vous renseigner au niveau de votre fac sur quels sont les protocoles d'accord qu'elle a avec les universités au Portugal pour des semestres d'échange, un semestre ou 2 semestres, en général, ça ne va pas au-delà. Ça, c'est l'une des façons. Si vous avez déjà fait votre licence en France, donc vous êtes au niveau L3, vous pouvez aussi décider d'intégrer des masters au Portugal. Là, il faut regarder dans chaque fac, dans chaque université, dans chaque structure, quelles sont les procédures d'admission internationale. Encore une fois, la particularité ici, c'est vraiment ce quota des 7% et cette possibilité que vous avez d'intégrer dès la première année l'enseignement supérieur portugais du fait d'être luso-descendant. Alors, on va y venir justement à ce terme luso-descendant pour que tout le monde soit d'accord. Un petit mot d'explication, Luciana. C'est vrai que il y a très longtemps, le Portugal s'appelait la Lusitanie et du coup, on a gardé ce nom de luso-descendant, descendant d'une famille portugaise et c'est resté. Mais voilà, ça fait référence aux gens qui descendent de familles portugaises. Ouais, c'est ça. Donc, Cap Magellan, agitateur lusophone. On a l'habitude de se dire luso-dépendant. Mais alors, effectivement, luso-descendant, c'est descendant de l'immigration portugaise. Et donc, pour le quota, ça va jusqu'aux grands-parents, c'est ça? Voilà. De génération. Alors justement, on va voir avec toi, Alexandra, ce fameux quota dont vient de parler Luciana. C'est donc 7% des places juste après le bac qui sont réservées dans tout ce qui est établissement. Alors tu vas nous dire quel type d'établissement, qui sont réservés pour les Portugais d'origine. Exactement. Donc, en fait, le quota des 7%, il représente 7% du contingent général du concours national d'accès à l'enseignement supérieur portugais, dont les luso-descendants. Parle bien dedans. Dédié aux luso-descendants. Donc, son nom, c'est Contingente Especial de Acesso a Imigrantes e seus Familiares. Là, on avait le mot portugais, l'appellation donc portugaise. Là, c'est vraiment le nom, il ne s'appelle pas quota des 7%. Ça, c'est le nom que nous, dans l'association, on l'a donné pour que ça soit plus simple et plus appellatif et également. Le grand avantage du quota des 7%, c'est que les étudiants luso-descendants, déjà, il y a une grande offre pour une recherche qui n'est pas encore énorme. Et ensuite, les candidats ils peuvent rentrer avec la moyenne minimum exigée au lieu de la moyenne la plus haute qui fait partie du contingent général. Donc, par exemple, dans une formation de médecine où l'étudiant qui fait partie du quota général a besoin d'avoir une moyenne de 18, 19, 20, dans le cadre du quota des 7%, il peut rentrer avec une moyenne de 14, 15 selon les universités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser. Hein. Oui, précision, tu as raison de le dire, Luciana. C'est pas, tiens, je vais aller faire mes études au Portugal, ils demandent, voilà, je peux rentrer comme ça. Non, il faut travailler, mais c'est vrai qu'il y a une petite souplesse à l'intégration des élèves sur les moyennes, puisqu'il y a ce quota et passe avant la moyenne générale. Oui, en effet, c'est la moyenne minimum exigée. Donc, vous avez le niveau pour être dans cette formation quand même. Donc, il faut avoir une moyenne minimum exigée. Sauf qu'après, c'est un concours, donc le meilleur gagne. Vous, dans le cadre des 7%, vous ne rentrez pas dans le concours général où il y a cette exigence d'avoir 19, 20 par exemple, selon la formation. Après, c'est valable dans tout ce qui est enseignement public. Partout dans le Portugal. Voilà, partout dans le monde. Alors, on va peut-être venir aussi aux conditions sur place, aux conditions de vie des étudiants, notamment les échanges. On a parlé d'Erasmus, donc ça, Erasmus, c'est toujours un concept qui plaît beaucoup aux jeunes. Quand on arrive à étudier donc, à Porto, on a une image de Porto là sur les écrans, ou à Lisbonne, qualité de vie, c'est quoi l'encadrement que les étudiants vont trouver là-bas au Portugal? Alors, avant de parler de la partie officieuse de la vie académique qui est agréable. Portugaise, qui est fort agréable, oui, enfin le Portugal, que vous dire, c'est juste un pays merveilleux. Donc, il fait beau tout le temps, contrairement à Paris.
Non, le cadre de vie, alors pour les luso-descendants qu'on a en face de nous, vous le savez, le rythme de vie est différent, moins stressant, plus agréable, il fait beau, la vie est moins chère. Alors des villes comme Lisbonne, avec le boom de l'immobilier récent, oui, les prix ont fortement augmenté. Encore une fois, ce quota des 7%, il est valable sur tout le territoire. Il y a de l'enseignement qualitatif dans le nord du pays, dans l'intérieur, y compris beaucoup dans les régions d'immigration. Donc ça vous permet aussi de maintenir ce lien avec votre village, votre ville d'origine. Si Lisbonne et Porto ne sont pas forcément des villes qui vous intéressent, il n'y a pas que Lisbonne et Porto au Portugal. La vie étudiante est très vive au Portugal. Alors on a d'ailleurs ce week-end aussi présent à Paris des tunas académicas, donc les chorales étudiantes très traditionnelles. Donc il y a vraiment toute une tradition autour de la vie étudiante, queima das fitas, das latadas, etc. Bon, on ne va pas parler d'alcool. Ça existe aussi en France. Mais oui, c'est quand même un pays où il fait bon vivre et où il est agréable à vivre. Et encore une fois, et c'est ça qui est intéressant, avec un enseignement supérieur qualitatif. Voilà, il y a une dimension qui est en train de s'affirmer au Portugal, une dimension un peu internationale justement, avec de plus en plus d'arrivées de gens qui vont s'installer au Portugal ou faire des études, ce qu'on précise là. C'est en train de monter là depuis quelques années, 5-6 ans déjà. C'est ce que vous remarquez chez Cap Magellan? Oui, le Portugal devient la solution pour la continuation d'une vie professionnelle, la solution pour le début d'une vie d'études supérieures, la solution pour un nouveau départ familial. Donc ça n'a jamais été aussi à la mode que maintenant. Alors il y a eu plein d'effets, j'en sais rien, le foot, l'Eurovision, les choses un peu comme ça. Le régime fiscal pour les retraités français aussi. Oui, on en a parlé. Il y a eu des sujets qui sont passés en télé, oui. Mais voilà, ça n'a jamais été autant à la mode. Je pense qu'on arrive aussi dans une phase où les gens se rendent compte que le Portugal est le pays d'origine. Pourquoi pas se donner une chance là-bas, voilà. Et en tout cas, nous, notre message, c'est oui, c'est une solution et c'est une solution qualitative, notamment pour vos études. Alors, on va parler de la langue peut-être maintenant, parce que peut-être que tous les gens qui ont envie d'aller là-bas ne parlent pas forcément très bien portugais. Il faut savoir, et je crois, tu vas le confirmer Alexandra, qu'au Portugal, on parle très bien anglais. C'est quand même très courant. Donc parlons un peu de ça, de ce principe-là des langues. Alors, au Portugal, oui, effectivement, à chaque fois plus on parle, on entend plus l'anglais dans la rue que le propre portugais, surtout à Lisbonne et Porto. Et même dans les universités, il y en a plusieurs qui acceptent l'anglais. Et il faut se dire aussi qu'au Portugal, on n'a pas à compenser l'année, à valider l'année entière dans une formation. En effet, on va devoir la valider, mais c'est matière par matière. Par exemple, si une matière d'une première année, premier semestre, on n'arrive pas à la valider au premier semestre de cette année, on peut choisir de la valider dans une 4e année où on rassemble toutes les matières qu'on n'a pas passées parce qu'on n'était pas assez à l'aise en portugais. Ou on peut choisir de la passer en dernière année, au 2e semestre, selon le calendrier de l'universitaire. Bon, alors déjà, les luso-descendants, si vous ne parlez pas portugais, c'est pas bien. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, oui, beaucoup d'établissements proposent des cursus en anglais, certains en français, un peu moins, mais certains en français aussi. Il y a parfois des cours en français, notamment dans le domaine de la santé, etc. Après, l'immersion fera que vous développerez le portugais très rapidement aussi. Vous serez dans un milieu portugais, à parler du portugais. Si c'est une langue que dans le contexte familial dont vous avez déjà entendu, ça viendra très rapidement. Donc, il ne faut pas se bloquer sur la question de la langue. Et oui, en dehors de l'école, tout le monde au Portugal parle anglais. Alors, ce n'est pas forcément la première langue étrangère en France non plus, mais c'est vraiment pas un souci, quoi. D'autant que pour apprendre la langue, il y a ce climat un peu général qu'au Portugal qu'on retrouve. C'est ce côté très familial, très ouvert, très discussion par rapport à des villes un peu plus stressantes où les gens marchent vite dans la rue et puis ne se parlent plus ou ne se regardent pas. Paris, tu veux dire? Par exemple, je ne sais pas, je dis ça, chacun projette la ville qu'il veut. Mais c'est vrai qu'au Portugal, il y a, tu parlais du rythme tout à l'heure, du rythme de vie. Et puis même, je pense, dans la population portugaise, il y a ce côté
très échange, très convivial. On aime bien être nombreux. Il y a le côté famille, tribu. On est sympa, quoi. Oui, non, mais... Oui, on est chaleureux, non, mais... accueillant. On parlait de l'autre fois, tu reviens de Porto récemment. Il y a ce côté famille dans les rues. Les gens vont vers vous, sont très accueillants. Donc encore une fois, on ne peut pas ne pas s'habituer. Et ça, c'est valable pas que dans les grandes villes. Encore une fois, moi, j'ai une excellente expérience de Bragança où je suis allée récemment. C'est vraiment une qualité du pays. Alors, si on commence à parler d'Alentejo, Alexandre Erlingen, mais bon, après, on est en train de se jeter des fleurs à nous-mêmes. Mais oui, voilà, on est quand même assez sympa. Voilà, c'est pas pour rien que vous êtes invité d'honneur cette année. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des chorales étudiantes. Ce qu'on a vu ce matin, c'était justement une chorale étudiante, c'est ça? C'est ce qu'on appelle tunas académicas. Ouais. C'est des chorales qui peuvent être masculines, féminines ou mixtes, qui font vraiment partie de la tradition étudiante universitaire au Portugal. Donc ils chantent, ils dansent, ils font un peu des acrobaties avec des drapeaux. Il y a vraiment des semaines de fêtes étudiantes au Portugal. En général, en début d'année, c'est pour accueillir les nouveaux étudiants. C'est ce qu'on appelle Natal. Ensuite, au mois de mai, quand il n'y a pas le Covid, c'est ce qu'on appelle Queima das Fitas, avec des festivals de tunas. On en a 3 actuellement sur Paris. Une qui va venir tout à l'heure à 17h ici, la féminine, et une autre demain matin. Donc oui, vous pouvez aussi en plus intégrer ce genre de groupe. Donc ça va vous donner encore plus de contact avec les jeunes étudiants locaux et profiter de cette immersion dans toute la tradition académique portugaise. Alexandra, on va peut-être revenir sur ton parcours un peu. Toi, quel genre d'études tu as faites, par exemple, et puis après, comment tu as décidé de t'orienter vers de l'accompagnement comme ça par rapport au Portugal? Dis-nous un peu ton parcours. Alors, moi, j'ai fait mon bac au Portugal. Donc oui, je suis née et grandie au Portugal. Je suis arrivée en France il y a 6 ans où j'ai fait une licence de portugais à Paris 3. Une année d'Erasmus au Portugal, à Lisbonne. Donc il fallait bien aller profiter de la vie universitaire portugaise. Et je suis revenue pour le master. J'ai croisé Cap Magellan dans ce parcours. Et c'est là que je me suis intéressée à ce quota des 7% et à cet accompagnement des jeunes. Aujourd'hui, je suis aussi l'assistante ambassadrice de Portugal en France, par France Éducation Internationale. Exactement. Donc là, on le voit, un profil que tu es en train de forger assez tourné sur l'international. Tu parles aussi anglais un peu ou pas? Oui, un peu. Un tout petit peu, oui. Okay. Je m'entraîne, mais bon. C'est surtout le Portugal et la France, mes domaines d'intérêt, culture et langue. Et oui, l'anglais, je m'investis aussi, mais vraiment, l'anglais à l'école au Portugal et à l'université, c'est vraiment une langue. Il y a des formations entièrement en anglais. Il y a des formations où on fait rien en portugais, c'est tout en anglais. Donc, si vous avez des soucis dans le portugais et les professeurs, ils peuvent très bien vous laisser passer cette matière en anglais selon l'université, selon le professeur. Il faut vraiment s'approcher de lui. Voilà, ça c'est important. On parlait tout à l'heure du Covid, juste un petit mot, je ne l'ai pas dit en entrée, mais on a enlevé les masques. Pour les conférences, on enlève pour les tables rondes, mais bien sûr, tout le monde est vacciné, on désinfecte les micros, tout ça. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour dire qu'on est quand même très vigilant sur les mesures sanitaires sur ce plateau. On évoque tout ça, cette partie internationale. Si on rentre dans les cursus, Luciana, je voulais, avec l'expérience de 30 années maintenant de Cap Magellan, comment tu vois cette évolution dans les études? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus prisés pour aller là-bas, ou est-ce que globalement on est sur une grande variété de cursus? Ou est-ce qu'il y a des domaines, par exemple, il y a des gens en médecine, des fois ils vont en Belgique. Est-ce qu'avec le Portugal, il y a des liens particuliers sur un secteur? Alors, il y a tous les domaines, vraiment tous les domaines, et le quota, vous pouvez rentrer dans le quota ou dans n'importe quel domaine de formation au Portugal. Et l'avantage que je vous disais dans les domaines, et celui pour lequel il est plus avantageux, c'est les formations qu'en France, où on a obligatoirement besoin d'une année de prépa. Au Portugal, on rentre directement en licence et on a un master intégré, donc licence plus master obligatoire. Donc une fois qu'on rentre en licence, on a l'admission au master déjà faite en fait.
Et en fait, c'est les plus demandés, c'est les formations ou en France, par exemple, les étudiants français qui ont besoin de médecine, ingénieurs, ou on a en France besoin de faire 1-2 années de prépa, et si on rate, on ne peut pas réessayer. Au Portugal, beaucoup d'étudiants vont au Portugal précisément pour éviter faire ces années de prépa et rentrer directement en première année de licence. Voilà, il y a peut-être un petit peu plus de souplesse, mais qui ne remet pas en compte la qualité, ce que tu as évoqué plusieurs fois, Luciana. Voilà, on est sur un niveau de formation qui est très performant. Simplement, à l'entrée, comme il y a peut-être un peu moins de monde sur place, on a une souplesse plus grande dans l'adhésion. En fait, niveau de qualité, il faut se dire que Portugal, aussi que la France, fait partie de l'Europe. Donc, tous les deux pays, tout l'enseignement parcours scolaire des deux pays, ils sont inscrits à Eurodisc aussi, ce qui valide la qualité de l'enseignement dans tous les pays européens. Donc, on est dans une très bonne qualité d'enseignement également, aussi que la France. C'est vrai que tu viens de rappeler un point très important. Il y a des références maintenant européennes sur les différents secteurs, les différents diplômes. Et du coup, cette référence, elle va être commune pour tous et on aura la même à Porto qu'à Paris, quoi. En gros, c'est ça. Et il ne faut pas oublier que les universités portugaises, elles font partie des rankings mondiaux des meilleures universités. Donc, on a vraiment une très bonne qualité d'enseignement. Voilà, parce que la qualité de vie joue aussi, hein, on imagine bien ça. Luciana, combien de gens sont, quand on parle là de plateformes d'emploi, combien vous brassez combien de gens, combien de personnes par année? Enfin, je ne sais pas. Ouais, c'est difficile la comptabilité. Le département stagiaire emploi, c'est 300 offres d'emploi par an et 2000 CV reçus. D'accord. Ça donne une idée. L'accompagnement des jeunes, c'est plusieurs dizaines que Alexandra suit par an et c'est voué à augmenter puisqu'on est dans ce travail continu de divulgation de ce quota et de promotion de l'enseignement supérieur. Il y a 1,5 million de Portugais luso-descendants en France, donc on espère être beaucoup sollicités et que tous ces chiffres augmentent. Mais l'important, c'est de répondre à une demande, c'est de donner les informations et c'est de diversifier les options qui s'offrent à vous dans la continuation de vos études. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Les profils, est-ce qu'on est sur la mixité? Il y a autant de garçons que de filles qui partent? C'est rigolo, je disais tout à l'heure, il y a plus de filles que de garçons. Oui, mais il y a un peu plus de filles peut-être? Il y a beaucoup de garçons qui partent. Là, cette année, je m'en souviens d'avoir suivi plus de garçons que de filles, en effet. Oui. Ah, je suis surprise. Donc, cette année, j'ai suivi 25 jeunes, donc l'été dernier, pendant leur processus de candidature, et la plupart étaient des garçons, en effet. Oui. D'accord. Là, on est sur typiquement cet accompagnement, donc il y a l'accueil, il y a l'accompagnement. Comment ça se passe concrètement à l'association? Les jeunes qui vont vous voir à Cap-Magellan, ils disent, tiens, voilà, je veux partir là-bas. Après, il y a de l'accompagnement sur les dossiers, sur les points de chute là-bas. Comment ça se passe concrètement? Le processus d'admission de candidature, il est très bureaucratique, il faut l'admettre, mais ça vaut le coup, ok? Ça vaut vraiment le coup. Les étudiants, normalement, ils sont admis à leur premier choix universitaire, ce qui est génial. Mais oui, le processus, il est bureaucratique. Donc, nous, comment ça se passe? On a un email dédié à ça, dédié à l'accompagnement des étudiants qui veulent partir étudier au Portugal. Et on a aussi sur notre site internet, que je vous conseille à tous d'aller voir, un pas à pas de toutes les étapes pour lesquelles il faut passer, tous les documents qu'il faut réunir. Tout est là-dedans. Moi, quand je vous conseille, c'est vraiment dans une question en particulier, notamment sur la formation où vous voulez aller, donc quelles matières sont requises, comment on fait l'équivalence. Si vous n'avez pas fait cette matière en France, comment on peut la faire au Portugal ou faire une demande d'équivalence. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt... Parce que sur le site, vous avez vraiment détail, pas par pas, quoi faire, comment faire, avec tous les contacts, les documents à envoyer. Donc, il faut juste remplir, rassembler tout, envoyer. Et si vous avez des questions sur une formation en particulier, je suis là pour vous répondre. Ouais, vous aurez des questions. Le processus est vraiment complexe. C'est un langage administratif très technique aussi. C'est dû à la France ou aux deux pays?
Parce qu'en France, je sais qu'on est assez fort quand même pour multiplier Écoute, les formulaires administratifs. Je pense qu'au niveau du ranking, là, ils sont à peu près ils sont pareils, d'accord. Donc ouais, et c'est surtout un processus qui s'intensifie au fur et à mesure que s'approchent les résultats du bac et après pendant l'été. Donc vraiment, il faut anticiper. Vraiment regarder dès maintenant. Il y a des documents que vous pouvez déjà demander au consulat, par exemple, qui attestent de votre statut d'immigrante, des choses comme ça. Parce qu'après, vous aurez forcément des questions à poser à Alexandra, qui, elle, a un canal direct avec la DGES, Direção Geral de Ensino Superior, qui s'occupe de tout ça. Parfois, les calendriers sont très, très, très serrés entre les deadlines du Portugal et, par exemple, l'annonce des résultats du bac. Donc là aussi, il faut échanger avec eux pour dire « Ouais, mais là, du coup, nos résultats, ils ne sont pas sortis. Donc, il faut revoir un peu les calendriers. Donc voilà, donc c'est vraiment anticiper au maximum ce que vous pouvez faire avant, commencer à voir quels sont les parcours qui vous intéressent, quelles sont les équivalences qui vous seront demandées, pour qu'après, quand vous serez vraiment dans le processus, et ben, vous commencez à checker les étapes les unes après les autres, et là avec l'aide d'Alexandra sur cette phase plus finale. Oui, il ne faut pas oublier aussi le choix des matières que vous faites lors de votre première année de lycée ou deuxième, quand vous faites les choix de votre spécialité. Si vous avez déjà une idée de la formation que vous voulez choisir, il faut aller voir les matières qu'il faut prendre pour après ne pas avoir des mauvaises surprises. Par exemple, j'ai besoin de mathématiques P pour rentrer dans une certaine formation et j'ai fait que maths complémentaires et du coup, je ne peux pas. Donc, sinon, je dois passer à nouveau l'examen de mathématiques P, soit en France, soit au Portugal. Donc vraiment quelque chose à anticiper si vous avez déjà l'idée de la formation que vous souhaitez suivre. D'accord, parce qu'effectivement, il y aura cette question d'équivalence entre ce qui est demandé là-bas et ce qu'on peut faire ici, en amont. D'où toute l'importance de l'accompagnement que vous pouvez avoir, parce que vous avez cette expertise-là et vous pourrez conseiller tout le monde au mieux là-dessus. Les systèmes, toi qui as vécu les deux côtés, Alexandra, les systèmes sont assez équivalents, tu trouves, en termes d'études, puisque là, tu as fait 3 années en France et ton master là-bas, j'ai bien saisi? Alors, j'ai fait 3 années, j'ai fait la licence en France, master en France aussi. J'ai juste fait l'Erasmus. L'Erasmus, tu as fait un an là-bas, ok. Oui. Alors, c'est vraiment université par université. Moi, par exemple, dans mon université, c'était une compensation des matières pour pouvoir valider l'année ou la licence. Au Portugal, oui, c'était compensation de matière, pardon. Et au Portugal, il fallait valider la matière et c'était matière par matière. Par exemple, si je ne validais pas matière en premier semestre, j'aurais la possibilité de la valider en deuxième année, ou une matière de première année, par exemple. D'accord. Donc, c'est ça la plus grande différence que je trouve au niveau adaptation entre ici et là. Mais c'est vrai, selon l'université. La plupart des universités portugaises, elles sont comme ça. Et en France, je ne les connais pas tous. Donc, je connais mieux l'enseignement quand même. Même si j'ai fait mes études ici, je les connais mieux au Portugal qu'en France. D'accord. Mais en tout cas, c'est assez transparent. Il y a cette fluidité, on va dire, qui est assez naturelle quand on fait ses études ici en France et qu'on mixe avec une année ou 2 ou 3 au Portugal. Ça se passe de façon très fluide. Oui, on est dans et le système de Bologne, donc système LMD. Juste saluer le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur portugais qui est là aussi avec nous et qui a beaucoup travaillé pour permettre la présence de toutes ces structures liées à l'enseignement supérieur portugais. Encore une fois, il n'y a pas de différence fondamentale. J'ai fait une partie de mes études au Portugal ici aussi et ici aussi. J'ai eu des très bons profs au Portugal, j'ai eu des très bons profs ici. Il n'y a pas de règles absolues. Les systèmes, ils sont très similaires, très équivalents. Alors, validation d'une matière ou validation d'un bloc qui donne des numerus clausus, des unités pour valider une année. On est vraiment sur des choses similaires, quoi. Bien. Alors, l'heure tourne. Je vois qu'il nous reste un petit peu 3 minutes, 2 minutes. Pour conclure, donc, on peut déjà inviter tout le monde, ceux qui veulent avoir plus d'infos. Le stand, il est juste là. On ne peut pas faire mieux. À la fois sur notre stand comme sur les autres stands. Vous avez la Direction générale de l'enseignement supérieur qui est l'entité qui met en place ce quota, donc qui est là pour vous informer. L'agence Erasmus+, donc si on est plutôt dans le cadre d'un accord d'échange. Vous avez 9 polytechniques et le CSIP, donc le centre coordinateur des différents polytechniques au Portugal. Vous avez 6 universités. Vous avez un partenaire bancaire pour
pour les solutions financières. Donc oui, venez nous voir. Et encore une fois, après, nous, notre particularité à nous, c'est l'accompagnement personnalisé, c'est de vous informer. Quand on n'a pas la réponse, on a des canaux de communication directs, on va la chercher. Et c'est de pouvoir vous aider dans ce processus qui est quand même assez bureaucratique. Très bien. Donc, eh bien, écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie de vous envoler pour Porto, Lisbonne ou les autres villes du Portugal pour poursuivre vos études. Pour plus d'infos, donc, il y a tout ce pôle, hein, puisque le Portugal est invité d'honneur cette année. Bon anniversaire à vous encore, Cap Magellan. Merci à toutes les deux d'être venues nous raconter tout ça. Et puis, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Le salon continue. Très bon après-midi à toutes et à tous. Merci. Merci Luciana, merci Alexandra.